Oui, donc là vous évoquez lotissement 2 du ruisseau. Le premier a été achevé il y a un an. Le deuxième, c'est une extension du lotissement du ruisseau. C'est pour ça qu'on l'appelle lotissement du ruisseau 2. Et ce lotissement se compose de 36 lots. Et à ce jour, les 36 lots ont été vendus. Et il y a déjà une dizaine de constructions qui sont en cours. Donc d'ici le printemps et probablement l'été prochain, je suppose que les 36 maisons seront pour les unes déjà achevées, pour les autres en train d'émerger. Et ce lotissement est un aménagement qui est relié au lotissement précédent. Et pour sécuriser l'entrée de Grosby, mais ce n'est pas lié directement au lotissement, on a prévu de construire un giratoire sur la RD 31 qui relie Grosby à Lixin. Ce giratoire est nécessaire pour ralentir la circulation, enfin, la vitesse des véhicules en entrée et sortie de Groß-Billersdorf, et pour sécuriser l'entrée vers les établissements Coleman, et éventuellement pour permettre aux habitants du lotissement de sortir par ce giratoire pour aller les uns vers Forbach, les autres vers Grosby, Sarreguemines et autres directions. Donc ce carrefour pourra également servir aux habitants de cette partie de la commune pour qu'ils puissent entrer et sortir de façon plus sécurisée plutôt que de rentrer dans la rue du Ruisseau ou dans la rue Saint-Antoine où ça peut poser parfois quelques problèmes de circulation. On aménagera aussi un trottoir qui va relier en gros les établissements Coleman au village. C'est une portion du village qui n'était pas sécurisée. Les piétons ne pouvaient pas circuler en toute sécurité, puisqu'ils étaient obligés de marcher sur le bas-côté. Et on a déjà eu, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu un accident, un piéton qui a été renversé, heureusement sans trop de dégâts pour la personne, mais ça aurait pu très mal se terminer. Alors pour éviter que ça ne se reproduise, et pour dégager un petit peu la responsabilité morale, en tout cas, de la commune, on a décidé de construire un trottoir qui irait donc du giratoire jusqu'à l'entrée du village. Donc il y aurait une continuité sécurisée. Bon, pour ce qui concerne la zone commerciale de Groß-Billersdorf, appelée l'avenue Marchande, c'est un dossier qui relève de la compétence désormais de la communauté d'agglomération. Et la communauté d'agglomération, devant l'hémorragie des enseignes, puisque les cellules fermaient les unes après les autres, a décidé d'investir massivement dans la requalification de cette avenue Marchande. Cette requalification, elle commence à prendre forme. Tous ceux qui traversent actuellement la zone commerciale peuvent se rendre compte de l'ampleur des travaux qui ont été réalisés et qui ont été financièrement pris en charge par la communauté d'agglomération à hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros. Alors nous espérons, au travers de ces travaux et de cette requalification, au minimum maintenir les enseignes sur place, mais aussi en attirer d'autres. L'implantation récente du Centre Accor en est un exemple. Sans l'aménagement, cette enseigne ne serait pas venue sur la zone de Groß-Billersdorf. Il en est de même de 2 ou 3 autres cellules qui sont actuellement vides, mais je ne peux pas donner de nom, pas donner d'activité, mais qui demain seront à nouveau réoccupées par des commerces divers. J'espère que d'ici le printemps, les gens pourront par eux-mêmes se rendre compte de l'arrivée de ces enseignes ou de ces activités dans ces bâtiments. Je ne peux rien dévoiler parce qu'il y a eu déjà tellement de projets qui semblaient aboutis, semblaient sérieux et qui au dernier moment ont capoté pour des raisons diverses, soit du coût d'acquisition du bâtiment, coût de la location, soit
des prêts bancaires qui n'étaient pas accordés par les institutions bancaires, et puis des projets qui étaient intéressants pour la zone, qui auraient pu être des points d'attrait. Ces commerces ont capoté. Ces projets, en tout cas, ont capoté. Voilà. Donc, prudence quant au développement de la zone, mais je crois que les travaux étaient absolument nécessaires, d'autant que le grand phare va bientôt ouvrir au printemps, et ça sera encore une concurrence sérieuse pour tous les commerces, pas seulement la zone de Grosby, mais pour tous les commerces du secteur. De l'autre côté de la frontière, sur la commune de Kleinbiedersdorf, il y a également énormément d'enseignes qui ont ouvert ces derniers mois, voire ces dernières années, et qui font une sérieuse concurrence à tous les commerces du côté français. Et donc la zone de Grosby en a également souffert, et on espère, nous, arrêter cette hémorragie et lui donner un second souffle. On verra bien, d'ici quelques mois, on sera relativement bien fixé. Quelques commentaires à faire? Oui, alors, la zone de loisirs, au départ, a été implantée dans un secteur, la Almette, c'est sous ce nom que la plupart des Bitariens connaissent ce secteur ou ce lieu-dit, sur la Almette où étaient implantés dans le temps des jardins. Les gens aujourd'hui n'ont plus de jardin, donc ça devenait une zone qui en plus était donc inoccupée, qui était une zone inondable, donc on ne pouvait pas en faire grand-chose. Il y avait juste la station d'épuration qui était implantée sur le site, et c'était à peu près tout. Donc la municipalité, les municipalités précédentes ont réfléchi à l'utilisation de ce site, et puis c'est comme ça que petit à petit la zone de loisirs a pris forme et s'est développée surtout ces dernières années, grâce, il faut le dire, aux subventions que nous avons réussi à obtenir de l'Union européenne, parce que au travers d'un programme qui s'appelle le FEDER, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, ce qui a permis de financer, grâce à ces financements européens, ces subventions, 50% de la réalisation. À ces subventions européennes se sont ajoutées les subventions de l'État français, les subventions de la région, si bien que globalement, on a été subventionné selon les tranches entre 65 et 72%. Donc ça devenait financièrement également très intéressant pour la commune de profiter de cette manne financière pour réaliser ces aménagements. Alors maintenant que ces aménagements sont au 9/10e terminés, on peut se rendre compte que cet aménagement rencontre un succès considérable et donne en plus à Grossbiedersdorf, de Grossbiedersdorf en tout cas, une image très attractive à l'extérieur, puisqu'énormément de gens viennent fréquenter ce site, tant des Allemands que des Français. Je me suis déjà amusé à plusieurs reprises à faire des sondages sur place, en demandant aux gens quelle était leur commune d'origine. J'étais très surpris, les gens venaient dans un rayon d'environ 30 à 40 km autour de Grossbiedersdorf. Donc c'est un succès considérable. Les échos qu'on en a sont toujours très positifs. Donc je crois que l'argent du contribuable, là, a été très très bien utilisé. Ensuite, c'est un site qui est encore amené à évoluer. Plus dans les grandes largeurs, mais dans le détail. On a acquis récemment encore quelques mobiliers urbains, des bancs, des tables, et ça c'est au fur et à mesure de l'utilisation qu'on se rend compte des besoins qui viennent s'ajouter. Maintenant on a un projet supplémentaire qui n'est pas lié directement à la zone de loisirs mais qui viendrait en complément, c'est un stade d'eau vive qui lui serait construit entre l'île et l'ancienne digue, pas celle du bas, celle du haut. Pour ceux qui connaissent les lieux, ils sauront de quelle digue je parle. Ce n'est pas la grande digue, celle qu'on aperçoit et qui servait dans le temps à alimenter le moulin, mais c'est la digue précédente. Donc c'est à cet endroit, on va profiter de cet aménagement, ou en tout cas on aimerait profiter de cet aménagement pour y construire un stade d'eau vive qui serait utilisé pour la pratique du canoë-kayak, mais ça pourrait aussi être du rafting, mini-zone de loisirs,
Alors là aussi, nous attendons les accords de subvention pour pouvoir entamer les travaux. Ça risque d'être long parce que c'est un dossier qui est déjà déposé auprès des différentes instances qui sont susceptibles de nous amener des financements, sont déposés depuis presque 2 ans. On attend. Parfois, les méandres de l'administration sont compliqués, très longs, et il faut parfois être patient. Parfois aussi, il faut redéposer les dossiers, susciter à nouveau les bonnes personnes, parce que parfois il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment pour débloquer la situation. Alors, pour revenir à l'ensemble de la zone de loisirs, si elle a un tel attrait, c'est que les gens la trouvent aussi propre. Et si elle est propre, c'est que nous avons bénéficié depuis maintenant un peu plus d'1 an de l'apport de 2 personnes qui entretiennent cette zone de loisirs et qui y sont tous les jours. Et ces 2 personnes travaillent dans le cadre de CAE. Alors c'est un petit peu notre inquiétude, c'est qu'au mois de mai prochain, le gouvernement ne souhaite pas renouveler tous les CAE. Alors je ne sais pas quelle sera, dans ce cas-là, la situation de ces 2 personnes qui font pour l'instant un excellent travail et qui rendent un grand service à la commune et à l'ensemble des administrés de la commune. Alors, est-ce que l'année prochaine, nous bénéficierons encore de ces 2 CAE? Quand je dis l'année prochaine, c'est au-delà du mois de mai 2018. Est-ce que nous bénéficierons encore de ces 2 CAE ou pas? Sinon, il faudra réfléchir à une autre solution, parce qu'il faut en permanence quelqu'un sur le site pour l'entretenir et pour le tenir propre. Propreté de la ville, les craquages, les trottoirs qui ne sont pas entretenus. Oui, alors, revenons à la propreté. On vient de parler de la propreté de la zone de loisirs. On peut l'élargir à l'ensemble du territoire de la commune. Sans crier au loup, la commune est quand même relativement propre. Je dis bien relativement, parce qu'on déplore encore des incivilités. Ça peut être des tags, heureusement moins nombreux. Même si ceux qui en sont les victimes, ces personnes-là, elles souffrent. Parce que souvent, on tague des murs qui ont été récemment refaits, repeints. Alors ça, c'est toujours triste, malheureux de constater le matin que quelqu'un est passé la nuit et puis vous a dégradé votre bien. Bon. Après, il y a toujours toutes les démarches pour la prise en compte par les assurances, qui n'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas. Alors, ces tags-là, heureusement pour l'instant, je touche du bois, ces tags, dans leur intensité, ont diminué. Bon. La propreté du village, c'est aussi les déjections canines. Alors, la commune a fait un certain nombre d'investissements dans les canisettes pour inciter les gens à respecter l'environnement lorsque ces personnes sortent avec leurs animaux de compagnie. Une partie de la population a compris et respecte donc l'environnement et utilise les canisettes. Malheureusement, il y a toujours une partie de la population, on n'y changera rien, qui ne respecte pas. Donc la seule solution, c'est dans ce cas-là, la répression. Et qui dit répression dit dresser des procès-verbaux et faire payer les gens. Par là même, on arrivera peut-être, à leur faire prendre conscience qu'un petit geste de leur part, ça améliorerait grandement l'environnement de la population. Je pense aux espaces gazonnés utilisés par les enfants pour parfois jouer et dans lesquels il y a un tas de déjections canines. Je pense aux employés communaux qui doivent nettoyer ces espaces. Nous en sommes arrivés, je prends un exemple, à côté de l'espace jeux et loisirs, entre la salle, l'espace jeux et loisirs et le parking, appelons-le parking de la caserne des pompiers, on a été obligé de fermer cet espace réservé aux enfants. Il y avait des jeux d'enfants,
parce qu'il y avait tellement de déjections canines là-bas qu'on ne pouvait même plus quitter les chemins. Et encore sur les chemins qui étaient en pavé, sur ces chemins, vous aviez également des déjections canines. Donc on a été obligé de fermer pour que les gamins du village puissent utiliser ces jeux et puissent se défouler. Voilà. Alors j'espère qu'on n'en arrivera pas là partout sur la commune. Hein. Quant à l'entretien ou au nettoyage du trottoir, bon, les rigoles c'est plus la commune, parce qu'il y a quand même le risque lié à la circulation, notamment sur la RN 61 qui traverse la commune. Bon, une personne qui se risquerait sur la route, ou ne serait-ce que dans la rigole, prendrait un risque physique. Hein. Donc ça, on ne le veut pas. Donc la commune a investi dans une balayeuse qui est chargée de nettoyer les différentes artères de la commune. Ces derniers temps, on a eu quelques soucis techniques avec cette machine, et maintenant tout semble rentrer dans l'ordre, et normalement la commune devrait retrouver ou garder en tout cas cet aspect relativement propre. Quant à la neige, puisqu'on annonce la neige, donc théoriquement chaque riverain d'un trottoir devrait, il y a un arrêté municipal qui a été pris par un de mes prédécesseurs qui existe, les gens devraient dégager la neige, du moins sur la longueur de leur propriété, devant leur maison. Certains le font, d'autres non. Certains ne peuvent plus le faire, personnes âgées par exemple. Donc dans ce cas-là, il y a le voisin qui est encore valide, parfois pousse un peu plus loin. Hein. Bon, c'est plus un problème de voisinage, de bons procédés. J'aimerais pas en venir à la contrainte, hein. Obliger les gens et puis verbaliser, ça ne servirait finalement à rien. J'en appelle plus à la bonne volonté des habitants, c'est pour leur confort, lorsqu'ils se déplacent sur le trottoir, ils aiment bien se déplacer en toute sécurité et non pas de risquer de déraper à tout moment, hein, sur de la neige ou du verglas. Oui, alors ce qu'ils demandent aux autres, qu'ils le fassent également chez eux et puis tout ira bien. Ok. Bon, il y a quand même pas mal de travaux qui sont réalisés dans la commune que personne ne voit l'ampleur ni de quelle ampleur ça a. Et pour un exemple, l'ancienne station d'épuration qui se trouvait rue de Sarrebruck, ça fait quand même un grand complexe de faire tout ça, le raccordement. Voilà. Donc, concernant l'assainissement des eaux usées, jusqu'à présent, nous disposions, il y a quelque temps, de 2 stations, une qui était sur la Halmette, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'autre qui se trouvait en face de la douane, rue de Sarrebruck. Celle de la rue Halmette a été déconnectée il y a déjà quelques années, et toutes les eaux usées étaient pompées vers la station d'épuration de Sarreguemines-Velferdin. La station en rue de Sarrebruck a été déconnectée cette année. Elle est arrivée en bout de course, elle a été déconnectée. Il y a une station de pompage qui a été installée au même endroit. Et donc les eaux usées sont également pompées, un système un peu complexe, pompées vers la station de Sarreguemines-Velferdin. Il faut préciser, il faut savoir que le traitement des eaux usées relève de la compétence de la communauté d'agglomération. Et jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, la commune est compétente pour la collecte des eaux usées, mais ensuite le transport et le traitement, c'est de la compétence de la communauté d'agglomération. Et normalement, au 1er janvier 2018, dans un peu plus d'un mois, à peine un peu plus d'un mois, la compétence totale assainissement passe à la communauté d'agglomération. Jeudi, il y a un conseil au niveau de la communauté d'agglomération et là, on doit voter une délibération qui transfère cette compétence dans sa totalité à la communauté d'agglomération. Donc pour l'instant, ils n'ont c'est beaucoup, hein, ils ont le transport et le traitement, et c'est pour ça que les 2 stations de Grosse-Bille ont maintenant disparu, et toutes les eaux usées sont directement pompées dans la station de Sarreguemines-Velferdin. Et pour accéder à la station de pompage qui se trouve en bas de la rue de Sarrebruck,
il y a un chemin d'accès qui a été aménagé, mais par la communauté d'agglomération. C'est pour que les véhicules puissent accéder aux ouvrages techniques en cas de nécessité, ou ne serait-ce que pour aller contrôler le bon fonctionnement de cette station. Alors, on parlait un peu d'eau là, et maintenant une nouvelle loi prévoit la disparition des syndicats d'eau. Comment est-ce que ça va être chez nous? Est-ce que c'est des rumeurs ou est-ce qu'il y aura vraiment une loi? Non, alors la loi elle existe, qui transfère la compétence de l'eau également à l'intercommunalité, donc pour nous à la casque. Et ça doit se faire au plus tard le 1er janvier 2020. Donc pour l'assainissement, je vous l'ai dit, ça va être fait. Donc ça c'est pour la partie traitement de l'eau. Et pour la partie alimentation en eau, ça veut dire pompage, distribution de l'eau, cette compétence va également être transférée à la communauté d'agglomération. Maintenant, les syndicats qui existent, la communauté d'agglomération peut très bien confier la gestion de l'eau à quelqu'un. Ça peut être à une entreprise, ça peut être à un syndicat. Je vous prends l'exemple donc de notre commune. Pour la production d'eau, c'est un syndicat intercommunal qui regroupe Lixin, Roulin, Grosby et Alstin, qui produit cette eau en haut dans la forêt du Brandenbusch. On va puiser l'eau et après cette eau est distribuée sur la commune par une entreprise privée à laquelle la commune a confié la distribution de l'eau. Bon, et ensuite l'eau sale est envoyée et traitée par la communauté d'agglomération, comme je l'expliquais il y a un instant. Donc ce qui va se passer en 2020, c'est que la compétence sera du domaine de la communauté d'agglomération, donc ce sera à elle de gérer et la production et la distribution de l'eau. Donc c'est elle qui sera responsable en cas de mauvaise qualité de l'eau, de rupture de canalisation, enfin bref, ce ne sera plus la commune qui en sera responsable. C'est le changement. Mais les syndicats en eux-mêmes ne sont pas amenés forcément à disparaître. Tout dépendra du mode d'organisation de cette production et collecte de l'eau par la communauté d'agglomération. Elle peut très bien dire, bon, ben, je vais confier, comme je l'ai expliqué il y a un instant, je vais le confier à des sociétés privées, c'est une délégation de service public, ou alors à des syndicats qui vont gérer l'eau à la place de la communauté d'agglomération. Il y a bientôt le jumelage entre Kleinby et Grosby qui se prépare. Qu'est-ce que la commune a prévu pour ces festivités? Oui, alors c'est pas le jumelage qui se prépare en lui-même, mais c'est le 50e anniversaire déjà de ce jumelage, qui a eu lieu donc, les 50 ans, 1968, si je compte bien. Donc on a, avec nos collègues allemands, notamment le Bürgermeister Strichert Stefan, mais pas lui tout seul, avec les associations, ses services et ceux de la commune, nous avons mis en place toute une série de manifestations pour marquer cet événement. Alors ces manifestations, ça peut être des manifestations qui existent déjà au niveau des deux communes, mais manifestations auxquelles la commune voisine sera invitée à participer. Je prends un exemple, un concert de la musique municipale de Grosby, on invitera la musique municipale de Kleinby, donc on fera, au lieu d'avoir un concert qui est donné uniquement par Grosby, ce sera un concert Grosby-Kleinby. Voilà, c'est un exemple de ce type de manifestations qui auront lieu tout au long de l'année, des manifestations culturelles, des manifestations plus ludiques, des marchés. Et le point d'orgue se situera au mois de juillet, les 13 et 14 juillet, où il y a toute une série de manifestations qui sont prévues, avec des invités. On espère qu'un certain nombre de personnalités nous feront l'honneur d'être présentes, aussi bien du côté allemand que du côté français, pour marquer cet événement. Alors c'est pas simplement quelque chose de festif, c'est symboliquement très fort, ce jumelage de 50 ans, parce que dans le temps, 50 ans, il faut quand même se rappeler, entre 1900
pour prendre des dates faciles à retenir, et 1950, 50 ans, un demi-siècle, eh bien, nos deux peuples se sont entretués. Là, ça fait 50 ans de bonnes relations, voire de relations amicales qui se sont développées avec nos voisins. Parfois, on a des projets même en commun. Dans le cadre des subventions européennes, on peut avoir des projets communs. On parlait tout à l'heure de la zone de loisirs. Il y a énormément de gens de Klein-Biedersdorf ou alentours qui fréquentent la zone de loisirs. On a parlé, on n'a pas encore évoqué, mais je vais prendre l'exemple du canoë-kayak, auquel est associé le club de Saarbrück, le Canoe Club. Très bientôt, l'année prochaine, seront organisés sur le plan d'eau de Großbiedersdorf des championnats de l'Allemagne du Sud-Ouest. L'an dernier, il y a 2 ans, il y avait le German Masters avec d'anciens champions olympiques, c'était comme d'un haut niveau, qui a été organisé à Großbiedersdorf. Voilà quelques exemples parmi d'autres qui montrent que ce n'est pas simplement un affichage, hein, mais ça se traduit également par des rencontres physiques, des projets en commun qui permettent de rapprocher nos deux populations, et surtout que le Land de Saar a initié et a soutenu la langue française, puisque je ne sais plus dans quel délai, normalement tout Allemand est amené, enfin tout Sarrois serait amené à parler le français. Ça devrait devenir sa deuxième langue, entre guillemets, maternelle. Bon, espérons-le, hein, parce qu'aujourd'hui c'est souvent l'inverse. C'est nous qui parlons un petit peu allemand, hein, mais eux, peu le français. Alors on va essayer au moins d'équilibrer pour que eux parlent autant le français que nous l'allemand, ce serait parfait. Voilà. Et puis alors, la mise en place de la MAM. Oui, alors ici, à côté de la mairie, on avait l'ancien bâtiment qui servait de logement aux instituteurs, hein, professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui, qui exerçaient dans le bâtiment Victor Hugo, à côté de la mairie. Donc ce bâtiment Victor Hugo aujourd'hui a été transformé, comme vous le savez, en bibliothèque, différents ateliers qui ont lieu à l'intérieur des salles de ce bâtiment Victor Hugo. Et les 2 anciens logements d'instituteurs étaient jusqu'à présent occupés par des privés. Et ces logements étaient devenus tellement vétustes qu'il a fallu les rénover complètement. Et il y a maintenant un peu plus d'1 an, nous avons eu la visite de 3 jeunes femmes qui souhaitaient implanter à Großbiedersdorf une maison d'assistance maternelle, autrement dit une MAM. Et c'était également un des projets de la commune, de créer une MAM, parce que ça répondait à une demande forte des habitants de la commune. Donc nous, on en avait l'ambition, les 3 jeunes femmes étaient prêtes à s'investir dans ce projet. C'était pour elles une petite aventure, en tout cas professionnelle, puisque les 3 jeunes femmes avaient une situation bien établie à l'extérieur. L'une, par exemple, était directrice de crèche, hein, l'autre infirmière, bon voilà, et avait du travail donc, mais elles ont osé sauter le pas. Donc on les a accompagnées et on a mis le rez-de-chaussée de ce bâtiment aux normes pour pouvoir accueillir une maison d'assistance maternelle, une MAM. Cette MAM a donc ouvert au mois de mai, au début mai, et depuis elle rencontre un succès croissant. Et je crois même qu'elle est occupée à 100% sur l'emploi du temps des 3 personnes. C'est un peu compliqué la gestion, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Elles en sont en tout cas très satisfaites et n'ont pas regretté d'avoir sauté le pas, ni les personnes qui utilisent cette structure, hein. Je pense aux parents d'élèves de Großbiedersdorf qui parfois ne savaient pas où mettre, ou c'était très difficile, hein, leur enfant avant l'âge de la maternelle, donc avant 3 ans. Donc il fallait les amener à une crèche à l'extérieur. Ici, vous avez une crèche qui prend les enfants dès la naissance, hein, quelques mois, puis jusqu'à 3 ans. Voilà. Et nous allons avoir, là, vendredi en début de soirée, le président du conseil départemental, alors le conseil qui va venir visiter la structure. Pourquoi il s'y intéresse? C'est vrai que c'est pas que le département a participé au financement, mais de la construction,
mais le département participe financièrement au fonctionnement de cette structure, c'est-à-dire qu'il apporte une aide à l'heure de garde. Très, très court, une aide qui va essentiellement, qui bénéficie aux parents par ricochet, puisque c'est ça que les parents ont de moins à payer. Alors donc ils viennent voir si effectivement les deniers du contribuable au niveau départemental sont bien utilisés. Voilà. Okay. Les communes perçoivent toujours moins d'argent d'aide de l'État. Comment est-ce que ça va se répercuter sur les associations ainsi que sur les communes, quoi? Voilà, donc se pose là la grosse question du devenir des communes. Si on écoute ici ou là les commentaires, voire les textes qui sont déjà sortis, on se rend compte que la structure communale aura du mal à résister à l'ère du temps qui est au regroupement des compétences. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'eau, de l'assainissement, mais il en est de même avec les ordures ménagères. Enfin, il y a d'autres domaines qui ont été transférés, les zones d'activité qui ont été transférées à l'intercommunalité. Alors dans certains cas, c'est une bonne chose. Plutôt que d'éparpiller les moyens, on les regroupe, on est plus efficace. Mais d'un autre côté, on déshabille les communes. Alors comment on déshabille les communes au niveau des compétences? Financièrement, les communes perdent également de l'argent, puisqu'une partie de cet argent que percevaient les communes était destinée à financer ces services. Je dis bien une partie, parce que le reste, c'était les contribuables qui payaient. D'autre part, l'État français a une dette énorme, et puis il souhaite que tout le monde fasse des efforts, et puis il demande aux communes, aux collectivités locales en général, de faire également des efforts. Et ces efforts se traduisent par une diminution des subventions, ce qu'on appelle les dotations. Alors, il y a une dotation notamment qui s'appelle la dotation de la DGF, dotation générale de fonctionnement. Cette dotation est passée, pour vous donner un ordre de grandeur, elle est passée depuis 2013 à aujourd'hui, donc en l'espace de 4 ans, on est passé d'un peu plus de 300 000 euros par an, on est passé à 170 000 euros. Donc il y a un manque de 130 000 euros. Si la commune voulait compenser ces 130 000 euros, c'est-à-dire les récupérer, il faudrait augmenter la taxe d'habitation de 50%. Enfin, pas tout à fait 50, du l'ordre entre 45 et 50%, pour récupérer les 130 000 euros. Alors ça, c'est une solution. Ça m'étonnerait que les contribuables de la commune soient d'accord. Donc il y en a une deuxième, c'est d'essayer de réduire les coûts de fonctionnement de la commune. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de réduire le personnel, quand c'est possible. Et vous enlevez des personnes, c'est les services qui sont moins bien rendus ou moins vite rendus. Quand un administré de la commune a un souci devant sa porte, il aime bien que ce souci soit réglé le plus vite possible. Les gens sont rarement patients. Donc si on diminue les moyens, il faudrait que les gens soient aussi plus patients derrière. Voilà ce que ça implique au niveau du personnel. On peut aussi essayer de diminuer le coût des fonctionnements, rationaliser. Bon, toute une série de petites mesures qui permettraient à la commune de faire l'économie de ces 130 000 euros, qu'on n'aura plus à l'avenir, et ces 130 000 par an. Donc multiplié sur la durée d'un mandat, par exemple d'une municipalité, vous multipliez par 6. Donc vous êtes à 800 000 euros. Et avec 800 000 euros, vous pouvez investir dans un gros équipement. Vous ne les avez pas, ça sera aussi cet investissement qui sera moins important. Donc la commune aura moins de moyens pour investir dans des équipements, réfection de route. On a parlé tout à l'heure de la zone de loisirs, on a parlé de la MAM. On pourrait comme ça multiplier les exemples des réalisations récentes et dans les années passées de la commune, on fera moins, puisqu'on a moins de moyens. Alors, c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que si la commune investit moins, il y aura moins de commandes auprès des entreprises. Les entreprises, vous voyez un peu le cercle dans lequel on rentre, les entreprises ont moins de travail, vont peut-être être obligées elles-mêmes de se séparer d'une partie de leur personnel. Vous voyez, c'est un cercle un petit peu vicieux de l'économie. Alors nous, on préférerait, nous, que bien sûr, on garde les moyens d'investissement dont on dispose aujourd'hui pour faire tourner l'économie, et ça profite à tout le monde.
Ça profite aux administrés au travers des équipements qui sont réalisés. Ça profite aux entreprises qui peuvent donner du travail à leurs employés, voire embaucher derrière. Donc tout le monde qui en profite. Ça crée de la richesse. Et sans les entreprises, c'est les seuls qui créent des richesses. La commune en elle-même ne crée pas de richesse. Ce sont les entreprises et les gens qui travaillent dans les entreprises qui créent les richesses. Donc c'est un terrain un petit peu dangereux sur lequel on s'aventure. Et alors, d'une façon plus globale, la commune qui est déshabillée de ses compétences, qui sont transférées aux intercommunalités, les moyens sont également transférés, alors que restera-t-il demain à la gestion de la commune? Parce qu'à un moment donné, et c'est toujours dans l'air du temps, il y a le projet de transférer le PLU. Le plan local d'urbanisme qui deviendrait PLUI. Le I, c'est intercommunal. Donc encore une compétence qui serait transférée à la communauté d'agglomération. Alors qu'est-ce qui resterait au maire et puis à son conseil municipal? À gérer quoi? Les querelles de voisinage? Parce qu'on pourrait demain aussi, c'est possible, transférer la voirie communale. Donc il resterait mais quasiment plus rien à la commune. Je me demande bien, je me fais un peu l'avocat du diable, mais d'ici 3, 4, 5 ans, lorsque toutes ces compétences, ou la majorité d'entre elles seront transférées, qu'est-ce que la commune va faire avec le personnel qui est là? Il n'aura plus d'utilité. Alors une partie sera peut-être transférée au niveau de l'intercommunalité, mais pas la majeure partie. Voilà. Bon. Il y a un tas de problèmes qui, moi, m'interrogent, m'interpellent, et qui font que le rôle d'une municipalité demain sera probablement totalement différente de ce qu'est une municipalité encore aujourd'hui ou de ce qu'elle était hier. On vient à la période de Noël. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté en illumination? Au niveau de l'illumination, bon, c'est pas parce que la commune a de moins en moins de moyens que nous devons renoncer à... Vous parliez tout à l'heure de soutien aux associations, on l'apporte toujours. Tant que la commune peut le faire, sans être obligée d'augmenter ses impôts, nous le ferons. Pour les illuminations de Noël, c'est pareil. Nous approchons d'une période qui doit être une période de fête. Il faut que ça se traduise, entre autres, par les illuminations de Noël pour les artères communales et les principaux bâtiments communaux. Nous avons réalisé il y a quelques temps l'illumination de la mairie, il y a quelques années. Bon, là, on vient de la remplacer. Pour la chapelle, la toiture de la chapelle, l'illumination sera probablement remplacée, mais peut-être plus cette année pour des raisons techniques. Mais c'est prévu, c'est commandé, mais on n'arrivera peut-être pas, les entreprises n'arriveront peut-être pas à les installer. C'est pas aussi simple que ça. Bon, il faut d'abord modifier un petit peu la toiture pour permettre ensuite d'installer de façon efficace les nouvelles illuminations. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir le réaliser encore là dans les 2 semaines qui viennent, donc avant la période de Noël. On aura également quelques petites illuminations rue de la République et rue de la Montagne, mais de l'ordre d'une dizaine. Voilà, pour les illuminations de Noël et d'une façon générale pour les investissements que la commune peut encore continuer à faire, les soutiens qu'elle peut apporter aux associations, tout en maintenant une fiscalité très très raisonnable. J'ose le rappeler, la commune de Grosse-Bédastrophe est une des communes dans lesquelles les 2 taxes communales, la taxe foncière et la taxe d'habitation, sont les plus faibles de toute la région. On a des bases certes qui sont un peu élevées, mais le taux n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Donc nous arrivons encore à gérer la commune sans être obligés d'augmenter l'imposition locale. Si les impôts augmentent, ce n'est pas du fait de la commune, ça peut être du fait du département, ça peut être du fait de la région. Très bien et minutieusement leurs feuilles qui leur seront envoyées avec les taxes d'habitation et les taxes foncières, ils pourront très bien lire là-dessus la part communale, la part régionale. Il faut toujours faire très attention, et ce sont ces parts-là qui souvent augmentent, et la part communale, elle, qui est restée, en tout cas le taux, qui est resté stable depuis plus de 10 ans.
Bon, on en vient à la dernière. Oui. Alors, on croit toujours qu'un maire, il est assis en mairie du matin au soir. Je ne crois pas que les fonctions restent là. Oui. Comment est-ce que votre emploi du temps d'une semaine se rétablit? Oh, l'emploi du temps donc d'un maire, on ne peut pas le calculer en semaine, enfin si, mais à considérer que c'est du lundi au samedi, au dimanche inclus. Donc un maire a bien sûr des temps de présence en mairie. Si vous observez autour de moi, il y a un tas de dossiers à gérer. Et malgré ce qu'on affirme, la simplification administrative, c'est faux. C'est de plus en plus compliqué. Les dossiers demandent de plus en plus d'investissement, de technicité. Et je ne la possède pas de façon innée, cette technicité. Donc je suis obligé d'aller me former parfois. Ou alors, aujourd'hui, grâce à Internet, on a un outil qui permet de faire tout ce travail depuis la mairie, avec l'aide de mes adjoints et avec l'aide des services de la mairie, on arrive à gérer ces dossiers. Mais ces dossiers se gèrent également sur le terrain. Avant de s'engager dans la réalisation d'un équipement, on va sur le terrain, on observe la configuration du terrain, on observe l'environnement immédiat. On va parfois jusqu'à, on le fait systématiquement, jusqu'à interroger les riverains du secteur dans lequel on veut aménager un équipement pour connaître, en tout cas pour connaître leur avis, leur position. Parfois, ils ont des remarques qui sont sensées et que nous, on ne voit pas au départ. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est en amont. Après, il faut monter le dossier et après, en aval, il faut suivre le dossier. Il faut aller sur le terrain. Réunion de chantier, il faut rencontrer les entreprises, vérifier qu'elles réalisent bien les travaux qui étaient prévus. Voilà, donner quelques exemples. Ensuite, il y a, j'en parlais tout à l'heure, la recherche des financements. Donc il faut là aller rencontrer les personnes qui tiennent les cordons de la bourse. Donc il faut aller rencontrer les gens du département, de la région, les représentants de l'État, les représentants de l'Union européenne. Donc ça, ce sont des réunions qui ont lieu tout le temps, quasiment tout le temps le soir. J'étais encore hier soir à Woeswiller, à la rencontre du président du département, M. Weiten. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui de subventions concernant le giratoire à la sortie de Großbiedersdorf vers Lixin. C'est lui qui va nous financer une partie de ce giratoire. Donc, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui directement. Ça facilitera probablement l'obtention de la subvention. Ça ne garantit rien, mais ça peut peut-être faire avancer le dossier. Voilà un exemple parmi tous ceux qui font que le métier de maire, c'est un métier qui est, bon, c'est un mot un peu galvaudé, mais qui est chronophage. Ça consomme énormément de temps. Pendant les heures d'ouverture, c'est la présence en mairie, c'est les sorties sur le terrain, avant ou après les projets. Le soir, c'est les réunions. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, je vous ai parlé de la réunion hier soir. Demain soir, ce soir même, j'ai une réunion avec la sous-préfecture. Demain soir, il y a un conseil communautaire, donc au niveau de l'interco. Et là, le maire d'une commune, quelle qu'elle soit, mais de Großbiedersdorf en particulier, doit être dans les instances de la communauté d'agglomération, puisque un grand nombre de compétences sont exercées par la communauté d'agglomération. Donc il est quand même fondamental que le maire de la commune de Großbiedersdorf siège à la communauté d'agglomération et un rôle actif là-bas. C'est pour ça que j'ai postulé et obtenu un poste de vice-président. C'est pour qu'on sache exactement ce qui se passe, comment sont exercées les compétences. On a notre mot à dire, sinon on serait absent des décisions. Donc, et là, j'ai des réunions quasiment une ou deux par semaine, rien qu'au niveau de la communauté d'agglomération. Après, j'ai des réunions avec le CIDEM, donc ça c'est pour le traitement des ordures ménagères. Il y a les réunions avec l'Eurodistrict, ça c'est pour les projets transfrontaliers, c'est pour obtenir des subventions auprès des instances européennes. Il y a un tas d'autres. On a créé une association de développement du tourisme le long de la Sarre. Là aussi, j'ai des réunions et c'est constamment dans la soirée
voire jusqu'à parfois des heures très tard, le soir, 10 heures, parfois 11 heures. Et puis, et ça, tous les jours de la semaine. Et quand je parlais tout à l'heure du samedi-dimanche, ben le samedi ou le dimanche, vous avez des manifestations sur la commune ou à l'extérieur de la commune, où un maire se doit d'être présent. Au moins il représente la commune. Donc c'est aussi son rôle d'être là pour représenter la commune, mais aussi pour rencontrer les gens, parfois des collègues ou d'autres personnes qui peuvent à un moment donné, en discutant, on arrive à se rendre compte qu'on a des intérêts communs, on a des projets qu'on pourrait peut-être mutualiser, et c'est comme ça que l'un ou l'autre projet peut émerger, et je prends un exemple, l'Ixin-Grosby, piste cyclable. Par où va-t-elle passer cette piste cyclable? Bien, je suis en contact constant avec Madame Malik, la maire de l'Ixin, pour essayer de voir quel est le meilleur trajet, le meilleur itinéraire de cette future piste cyclable entre Grosse-Biederstroff et l'Ixin. Parce qu'il y a plusieurs itinéraires possibles. Alors, il y a le financeur derrière, c'est la communauté d'agglomération, mais il y a aussi le choix de l'itinéraire qui dépend de Grosby et de l'Ixin, puisque nous devons fournir le foncier sur lequel va passer cette piste cyclable. Voilà un exemple. Il y en a d'autres. Hein. Bon, il y a d'autres sujets qui fâchent un peu, mais je ne peux pas les évoquer ici. Ce n'est pas le but de cette interview. Voilà. Alors voilà, donc un maire, je vous assure, tant qu'on n'y est pas, on ne se rend pas compte de la lourdeur de la charge. C'est une fonction qui peut être exaltante parce qu'on réalise les choses, c'est dans ce cas-là. Et quand on voit derrière que la population adhère à cette réalisation, alors là on peut être satisfait du travail réalisé. Les critiques, il y en a toujours, mais quand elles sont minoritaires, même si parfois elles sont minoritaires, mais elles peuvent faire mal, hein, parce que nous, lorsque la commune, la municipalité décide de réaliser ou propose de réaliser un équipement ou un investissement, c'est toujours, je dis bien toujours, j'insiste, dans l'intérêt général. Alors que les personnes, les administrés, et je les comprends, je suis dans le même cas quand je ne suis pas maire, hein, quand je n'ai pas ma casquette de maire, les gens ils voient leur intérêt, d'abord leur intérêt personnel. Il faut parfois aller au-delà de cet intérêt personnel et voir l'intérêt général. La majorité des gens le comprennent. Il y a une petite minorité qui ne le comprend pas. Bon, tant pis, il faut faire avec. Mais à la force, à la longue, ça fatigue, ça use, parce que les conseillers municipaux, hein, ils sont tous bénévoles, ils travaillent dans l'intérêt commun. Et puis quand derrière, vous avez un ou deux administrés qui sont tout de suite agressifs, ça peut faire mal, ça peut décourager les vocations. Et puis des gens qui se disent, bah, moi, plutôt que d'aller passer mes soirées en mairie à étudier les dossiers, à monter les dossiers, pour rien, puisqu'ils ne reçoivent aucune rémunération, ils ne reçoivent rien du tout, si ce n'est 3 stères de bois par an, c'est tout. Hein. Eh ben, ces gens-là, ils se disent, ben, je ferais mieux de rester à la maison, je serais plus tranquille. Voilà. Donc il faut penser aussi à tout cet aspect-là du volontariat de ces gens qui se dévouent au bien commun. Alors le maire, certains m'ont dit, oui, mais le maire il est payé. Oui, bon. Si les gens ils peuvent très bien aller sur Internet et voir quelle est l'indemnité du maire et des adjoints. Hein. Et je ne vois pas qui accepterait, en dehors des maires, de travailler autant pour aussi peu d'indemnité. Donc c'est pas ça qui motive, c'est pas l'indemnité qui motive. Moi, quand je suis devenu maire, je me suis mis à mi-temps sur le plan professionnel. Donc mon indemnité de maire ne couvrait même pas ce que je perdais sur le plan professionnel. Bon, voilà. Donc c'est pas ça qui motive les gens, hein, du moins pas à notre niveau. Hein. À un niveau plus élevé, ça c'est autre chose. Donc c'est servir le bien commun. Et alors, on a beaucoup de satisfaction, mais on a aussi parfois des revers et qui malgré tout usent. Donc un maire, 2, 3 mandats, c'est très lourd.
très lourd. Donc on verra. Je vous remercie pour cette interview. Ben, je vous en prie. Tout le plaisir a été pour moi. On a fait le tour.